Retour sur le plateau du Grand Direct avec un témoignage exclusif ce soir, celui d'un Israélien qui affirme avoir participé activement à la libération des 4 otages français retenus en Syrie, relâchés cette semaine. Mendy Safadi, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes un druze israélien, ancien député du Likoud. Vous dites être impliqué dans la libération des 4 journalistes français qui étaient retenus en Syrie. Racontez-nous à quel moment vous êtes entré dans ces négociations et comment. C'était il y a quelques mois. Un des éléments de l'opposition syrienne de premier plan s'est adressé à moi pour me dire qu'il y avait 2 journalistes qui ont été enlevés et se trouvent entre les mains d'un groupe armé qui exige une rançon pour eux. Et alors, par des contacts que j'ai, à créer des liens avec, à prendre contact avec les Français, avec des Français en Israël. Je ne peux pas vous donner le nom de la personne que j'ai rencontrée, mais c'est quelqu'un d'important à l'ambassade de France en Israël. Au début, je me suis adressé aussi à Gidon Kutz, qui est un reporter de la station de radio israélienne, pour qu'il m'aide parce que je savais qu'il était actif pour la libération des journalistes et qu'il avait des contacts. Et ici en Israël, avec quelqu'un de l'ambassade de France, pour que nous voyions comment nous occuper de ce sujet. Alors, qui a fait appel à vous et à quel moment dans les négociations ? C'était après l'échec d'une tentative française avec l'aide d'un des groupuscules de l'opposition syrienne de faire une libération des otages par la force. J'ai entendu dire qu'on avait payé une somme d'argent importante pour que ce groupe armé les libère et cette opération a échoué. Et cela a créé aussi une grande méfiance de ceux qui les avaient enlevés et des Français. Bref, ils ont coupé contact avec l'ambassade française en Turquie. Ils ont demandé que toutes les négociations ne se fassent que par un élément tiers. Donc vous êtes en train de nous dire qu'il y a eu une tentative militaire de la part des Français de sauver ces otages. À ce moment-là, est-ce que la vie de ces otages était en danger ? Je ne peux pas vous dire à 100% si leur vie était en danger, mais je peux être certain qu'ils sont restés aussi longtemps aux mains des ravisseurs à cause de cette tentative ratée de les libérer. Alors vous allez nous raconter dans un instant ce qui s'est passé après cette tentative ratée, vous nous dites, des Français de sauver de façon militaire ces otages. Mais avant cela, sur l'identité des ravisseurs dans la presse française, eh bien on lit que ce sont des djihadistes. C'est aussi ce qu'on entend dans le gouvernement français. On dit que ce sont des djihadistes qui portent la responsabilité de cette prise d'otage. Vous n'êtes pas de cet avis ? Non, je ne suis pas d'accord. Et Didier François l'a dit lui-même qu'il n'était pas aux mains de djihadistes. Si les otages étaient entre les mains de gens de Al-Qaïda ou de djihadistes, ils les auraient massacrés en un mois. Parce que Daesh et ce type de mouvement ne gardent pas d'otages plus d'1 mois au grand maximum. Et comme ils ont massacré les moines, les religieux, tous les otages qu'ils ont eus, les Syriens, les musulmans, les étrangers, ils les ont massacrés, ils les ont tués. Le groupe djihadiste de Daesh n'ont pas d'idéologie et n'ont pas besoin d'argent. Ils essaient toujours de présenter leur force brute, leur brutalité pour renforcer leur position et leur force sur le terrain et pour faire peur et pour être dissuasifs. Et c'est cela qui leur importe. Et donc, s'ils avaient été aux mains des djihadistes Daesh, et c'est notre chance qu'il n'ait pas été entre ses mains, mais
entre les mains d'un groupe de criminels qui enlèvent pas seulement des étrangers ou des journalistes, mais aussi des Syriens riches qui sont enlevés pour soutirer des rançons et de l'argent. C'est tout. A été demandé. Est-ce qu'il y a une rançon qui a permis aujourd'hui à ces otages d'être libérés? Qu'est-ce qui a mené à leur libération? La somme qu'on m'a demandée au début, ils ont demandé 50 000 $ pour 2 journalistes, Didier François et Michel Elias. Et ensuite, quand je me suis adressé au contact français, ça a continué et ça a traîné en longueur. Et moi, j'avais peur des risques que couraient ces journalistes. J'ai donc collecté l'argent de mes propres fonds et puis j'ai collecté des donations, des dons de gens qui soutiennent les combattants syriens de l'opposition et nous avons ainsi réussi à rassembler 50 000 $. Et puis ils ont demandé encore 20 000 $ et j'ai demandé qu'ils cherchent aussi les 2 autres journalistes qui se trouvaient dans la zone de Raqqa en Syrie. Et nous avons aussi réussi donc à rassembler 20 000 $. Et ces deux personnes peuvent témoigner de cette collecte d'argent. Mathias Inbar, qui travaille ici dans votre télévision, et Gidon Kutz, le reporter radio de Reshet Bet en France. Ils savent bien, ces 2 journalistes, combien j'ai eu du mal à trouver ces 70 000 $ pour payer la rançon. Une fois qu'on a fait passer l'argent à l'intermédiaire, ça a été l'époque où l'organisation Al-Qaïda, Daesh, a pris le contrôle de la zone de Khaleb, d'Alep et de toute cette région. Et les otages ont été la plupart du temps dans la région d'Alep. C'était fait exprès justement de les maintenir dans cette zone de combat pour que les Français ne puissent pas intervenir? Non. Le fait que les ravisseurs connaissaient la zone parce qu'ils sont d'origine d'Alep, c'est ça qui leur permettait et c'est ça qui a fait qu'ils ont gardé les otages dans la zone d'Alep. Parce que pour se déplacer d'un endroit à l'autre, il faut être quelque part que l'on connaît bien pour pouvoir se déplacer en toute sécurité. Alors vous nous dites que vous avez récolté de l'argent. Est-ce que c'est votre argent qui a sauvé ces otages français ou bien c'est la France qui a payé une rançon? Comment ça s'est passé? Non. L'argent, c'est mon argent et l'argent d'autres personnes qui, autour de l'opposition syrienne, et les Français n'ont pas payé et pourtant on dit qu'ils ont payé $1 million aux frères musulmans pour les faire libérer. Vous démontez cette version? Oui, j'ai entendu dire cela, mais je n'en suis pas témoin. Je ne sais pas, je ne peux pas vous donner de confirmation officielle que ça a été fait. J'en ai entendu parler, mais je n'ai aucune preuve. Alors vous savez, Ali Ouakad, merci en tout cas d'avoir participé à cette interview, mais il faut dire qu'on est un peu surpris. Ce n'est pas dans les codes des services de renseignement qu'un négociateur parle à visage découvert. Pourquoi vous le faites ce soir? Écoutez, c'est important pour moi que le peuple français sache qu'en Israël, il a aussi des amis. Et j'ai fait cela parce que j'ai été élevé dans les valeurs de l'humanitaire. Israël, le peuple juif, a ses valeurs humaines. Et c'est la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était de voir comment faire le maximum pour permettre à ces journalistes de retrouver leur famille et de rentrer en bonne santé chez eux. Et je n'ai pensé à rien d'autre, je n'ai rien vu d'autre. C'était très important pour moi et je suis très heureux qu'ils aient été libérés et soient aujourd'hui dans leur famille.
Merci beaucoup Mendy Safadi pour cette interview sur la libération, ces révélations exclusives sur la libération de ces otages français retenus en Syrie. Malheureusement, tous les otages français ne connaissent pas le même sort. On a appris il y a quelques minutes la mort d'un otage français au Mali. Plus d'informations à venir tout de suite. C'est dans nos éditions de nos journaux. Voilà, c'est la fin de ce grand direct. Merci pour ces révélations. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. Je vous retrouve dès demain soir.